Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 100 degrés. On accueille les gens actuellement, donc dans à peu près 30 secondes, on va commencer. Merci d'être là. Alors, bonjour à tous, à ceux qui continuent à se joindre à nous. On continue à accueillir les gens. Vous êtes très nombreux à être présents aujourd'hui. On avait plus de 1000 inscrits. Alors, le temps d'accueillir tout le monde et d'ici quelques secondes, on va commencer. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 100 degrés. Alors, ça, c'est le webinaire sur la santé mentale des jeunes. Alors, moi, je me présente, mon nom est Marianne Bois, je suis rédactrice en chef de 100 degrés. Et ce webinaire-là, ça me fait vraiment particulièrement plaisir de l'animer, puisqu'il souligne le lancement de notre dossier spécial sur la santé mentale des jeunes, dont on va vous parler dans quelques instants. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Maude Provencher, qui est agente de communication avec nous chez M361. Et je vous présente tout de suite nos trois panélistes. Alors, nous avons Mélissa Généreux, qui est médecin spécialiste en santé publique et professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Mélissa. Bonjour, salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Bonjour Renée. Bonjour, vraiment contente d'être avec vous autres. Merci d'être là. Et nous avons aussi Jean-Philippe Leblanc, qui est intervenant psychosocial et fondateur de l'organisme Face au vent. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous, je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comme je vous le mentionnais au tout début, ce webinaire est diffusé dans la foulée du lancement de notre dossier spécial « La santé mentale des jeunes, l'affaire de tous ». Alors ça, on le lance aujourd'hui même. Ceux d'entre vous qui qui aviez rempli le formulaire pour le pré-téléchargement, vous l'avez reçu en primeur mardi soir, mais c'est aujourd'hui le lancement officiel. Vous voyez à l'écran, et je vous le dis tout de suite, vous allez recevoir la présentation par la suite, mais il y a un code QR qui vous permet d'accéder directement au dossier. Dans le fond, c'est un dossier qui est assez volumineux, donc vous allez pouvoir inscrire vos coordonnées et vous allez le recevoir par courriel. Dans ce dossier-là, en fait, c'est le deuxième dossier spécial publié par 100 degrés. On n'en publie pas souvent les dossiers spéciaux comme ça parce qu'ils sont quand même, vous allez voir, ça représente énormément de travail. C'est un dossier très consistant sur, en fait, évidemment, comme le dit le titre, la santé mentale des jeunes. On a une partie, la première partie, ce sont comme un peu des reportages sur différents aspects en lien avec la santé mentale des jeunes. On parle des différentes problématiques, certaines que vous connaissez déjà, comme par exemple le temps écran, l'éco-anxiété. Et vous allez voir, on a vraiment creusé beaucoup ces questions-là. On est allé interviewer plusieurs spécialistes. Et on a aussi fait des grandes entrevues, notamment une entrevue avec Jean-Philippe, qui est avec nous aujourd'hui, et aussi avec Mary Gordon et Martin Dussault. Ce sont des entrevues qui, dans le fond, avec ces personnes-là qu'on a choisies parce qu'on considère que leur travail qu'ils font auprès des jeunes est vraiment exceptionnel. Alors, vous allez entendre Jean-Philippe parler aujourd'hui. À une autre occasion, on aura l'occasion de vous présenter notamment Martin Dussault, avec qui on prépare aussi un webinaire prochainement. Et aussi, vous allez voir dans ce dossier, il y a toute une série d'initiatives, plusieurs initiatives qui sont présentées, en fait, pas qui sont présentées, pardon, mais qui sont réalisées au Québec, mais d'autres ailleurs, d'autres pays dans le monde. Donc, vous allez voir, c'est une belle façon de voir qu'on n'est vraiment pas les seuls, sans surprise, on n'est pas les seuls au Québec à s'inquiéter de la santé mentale des jeunes. C'est une préoccupation mondiale. L'OMS s'en soucie d'ailleurs. Alors, vous allez voir, là, pour aller chercher de l'information là-dessus, vous n'avez qu'à télécharger le dossier. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous 3 personnes qui sont interviewées dans le dossier parce que Mélissa et Renée font partie aussi des personnes que nous avons interviewées. Et le webinaire va être divisé en 3 blocs. Première partie, on fait un portrait, comme on le peut, des jeunes, la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Ensuite, on regarde quelles sont
quelques-uns des enjeux et des défis principaux qui se présentent et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour se mobiliser, pour encourager nos jeunes à bien se développer, leur offrir des environnements sains pour leur santé mentale. Et à la suite de tout ça, on va avoir une période de questions. Certains d'entre vous nous envoyez des questions à l'avance. D'autres, vous êtes invités à poser des questions par clavardage. Si vous avez des problèmes techniques, Maude va vous y répondre directement dans le clavardage. Si vous avez des questions plus générales pour nos panélistes, on va essayer d'y répondre. Vous êtes très, très, très nombreux aujourd'hui, donc impossible évidemment de répondre aux questions de tout le monde, mais on va essayer quand même d'en attraper quelques-unes à la volée. Donc, on se lance tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier bloc pour faire un portrait de la santé mentale des jeunes dans ce qui est possible de faire en quelques minutes. Donc, la santé mentale des jeunes, vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui, tout le monde. C'est un sujet qui suscite de plus en plus d'inquiétudes. On en entend parler très régulièrement dans les médias. Mais quand on parle de santé mentale, de quoi on parle exactement? Et j'aimerais ça, dans le fond, poser la question à René, tout d'abord, de Mouvement Santé mentale Québec. René, de quoi on parle quand on parle de santé mentale? Mais Marianne, je vais tout de suite réagir à ce que tu viens de dire. Moi, je ne suis pas du tout inquiète de la santé mentale des jeunes parce que la santé mentale, c'est bon, c'est quelque chose qui est positif. Fait que j'espère qu'on va retenir ça aujourd'hui, que la santé mentale, c'est une composante essentielle de notre vie. C'est un équilibre dynamique, c'est jamais assis, tu sais, on ne peut pas se dire « je vais bien tout le temps », on est toujours en train de jongler avec les différentes sphères de notre vie, émotive, familiale, école, travail, bon, tout ça, on jongle avec ça tout le temps, fait que c'est une dynamique et puis on essaie là-dedans de maintenir notre équilibre. Puis, une santé mentale, ça nous permet de jouir de la vie, de réaliser notre potentiel, de contribuer à la communauté aussi. Et cette diapo-là, je la trouve vraiment intéressante. C'est le concept de la santé mentale positive. Et je trouve qu'elle déstigmatise, entre autres, les personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale. Parce qu'on voit que sur l'axe qui est horizontal, en bas de l'axe, c'est quand on a des symptômes. À droite, c'est quand on a une santé mentale, quand on n'a pas de diagnostic. À gauche, c'est quand on a des diagnostics. Puis l'axe vertical, c'est tout ce qui contribue à notre bien-être dans la société. Mais tout ça nous montre qu'on peut avoir parfois une faible santé mentale sans diagnostic parce qu'on est en train de vivre une peine d'amour, on a vécu un échec à l'école, nos parents viennent de se séparer, je dors pas bien, je vis un peu d'anxiété là-dedans. C'est normal et il n'y a pas de diagnostic. Si on va à gauche, on peut avoir un trouble de santé mentale et là, être vraiment pas bien, puis avoir un diagnostic. Si on monte en haut de la ligne horizontale, ça nous montre qu'on peut avoir une bonne santé mentale sans diagnostic. Et même si on a un diagnostic de trouble de santé mentale, ça se peut qu'on ait trouvé un équilibre qui nous convient, qu'on soit bien entouré, qu'on fasse des choses qu'on aime, à la limite qu'on ait une médication qui nous convienne et que notre santé mentale soit sans symptômes et qu'elle soit meilleure qu'une personne qui n'a pas de diagnostic. Alors, on a tous et toute une santé mentale et il faut jongler, on jongle avec les composantes de notre vie et je vais laisser les autres vous en parler. Merci René. Je passerai la parole à Mélissa. Mélissa, quand on parle de santé mentale, qu'est-ce que ça évoque principalement pour toi? Bien, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que René a dit. Santé mentale, on en a tous une. Pour moi, c'est beaucoup plus synonyme de bien-être que de troubles pathologiques, là, comme plusieurs personnes vont penser. Donc, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui se construit au quotidien. Ça se construit quand tu croises des voisins dans la rue, pour un jeune, avec la qualité des relations qu'il va avoir à l'école, comment il peut s'être senti important, engagé. Donc,
tout ça vient contribuer à notre bien-être, donc éventuellement à notre santé mentale. Donc, il faut vraiment sortir la maladie, le cadre clinique. La santé mentale n'égale pas quelque chose qui dépend juste du psychologue ou du médecin. Et justement, quand on s'intéresse à ce qui peut influencer la santé mentale des jeunes, on se rend compte que c'est beaucoup les relations qu'on entretient dans nos différents milieux de vie, allant du travail, de l'école, du quartier, de la famille, des loisirs, etc. Puis, j'en reviendrai un petit peu là-dessus dans le cadre de notre enquête. Là, on a collecté toutes sortes de données, entre autres en janvier 2023, sur des milliers de jeunes de 12 à 25 ans de 4 régions du Québec. Et c'est assez clair avec ces données-là que la santé mentale de nos jeunes, elle est intimement liée avec plein de conditions de vie comme le temps passé au travail, le temps passé devant les écrans, la qualité des relations avec les parents, avec les amis, les autres adultes à l'école, la motivation qu'on a pour l'école. Donc, tout ça est vraiment de même lié avec le bien-être de nos jeunes, puis on y reviendra plus tard. Merci. Jean-Philippe, santé Ben mentale? oui. Au fait, je suis évidemment dans la même ligne que mes collègues. Donc, moi, je trouve que quand on parle, du moins, de santé mentale avec les jeunes, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un discours qui est déstigmatisant. Donc, parler de santé mentale positive, comme René le disait, parler de bien-être, comme Mélissa le disait aussi, parce que c'est des termes souvent qui font un petit peu moins peur. Donc, il faut parfois un peu adapter notre discours pour être capable d'avoir une intervention qui est un peu plus efficace et qui fait moins peur quand on parle de santé mentale avec les jeunes. Merci à vous trois. Ça met la table pour les prochains sujets qu'on va aborder plus précisément. Juste simplement revenir sur le concept de santé mentale positive dont nous a parlé René. Je voulais vous dire que c'est vraiment un sujet qu'on a voulu creuser là, dans le dossier spécial dont je vous ai parlé au début, parce que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Santé mentale positive, c'est un terme qu'on retrouve dans les publications gouvernementales. Et donc, je pense que pour ceux qui sont moins familiers avec ça, allez consulter notre dossier, vous allez voir, vous allez trouver des informations supplémentaires à ce sujet. Là, bon, les jeunes, l'adolescence, on sait que c'est une période charnière. On a tous passé par là. C'est une période de grands bouleversements. On vit beaucoup d'émoi à l'adolescence. Ce n'est pas toujours la période où on se sent le mieux dans notre peau. Mais qu'est-ce qui distingue les adolescents, la génération d'aujourd'hui des générations précédentes? Je passerai peut-être la parole à Mélissa pour commencer. Oui, bien, on s'en parlait un petit peu en groupe avant, mais évidemment, ça a toujours été vrai, ce l'est toujours. C'est une période, l'adolescence, de grande transition, de beaucoup d'adaptation, et c'est tout à fait normal. Puis je pense que c'est quand même aussi important, comme adulte, si on veut bien accompagner, bien soutenir nos jeunes, de aussi s'intéresser à comment ils peuvent vivre l'adolescence dans le contexte d'aujourd'hui. On sait qu'il y a plusieurs enjeux sociétaux, même planétaires, auxquels les jeunes ont eu à faire face, bien, les adultes aussi, mais bon, la pandémie, la crise climatique qui peut être plus inquiétante pour un jeune qu'une personne à un âge plus avancé, les grands conflits internationaux, la hausse du coût de la vie. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui viennent quand même aussi influencer peut-être certaines perceptions ou capacités d'adaptation. Puis je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en très peu de temps. Donc, tu sais, si je regarde une liste d'exemples de facteurs qui viennent caractériser, je dirais, le monde d'aujourd'hui, il y a des modalités d'enseignement qui sont encore beaucoup centrées sur la performance. Donc, évidemment, on peut voir le lien avec l'anxiété de performance. Des jeunes qui me disent tout le temps à quel point ils sentent qu'on a des attentes élevées à leur égard. Là, on veut qu'ils soient parfaits, des bonnes notes, sportifs, impliqués socialement, beaucoup d'amis. Ils ont une pression d'apparence, de biens matériels avec les réseaux sociaux. On leur demande quelle est ta profession future, comme s'ils devaient avoir déjà parfaitement choisi leur ligne de vie en jeune âge. Et parallèlement à ça, les aptitudes sociales, on l'a vu dans nos travaux, ont un peu décliné ces dernières années. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu cette facilité-là à rentrer en contact. Pas tous les jeunes, mais une certaine quantité de jeunes qui ont moins de facilité à développer des liens sociaux profonds en raison de l'isolement, de la solitude, de la pandémie, des contextes familiaux qui peuvent être aussi un petit peu plus stressants dans certains contextes, une incertitude face à l'avenir. Et quelque chose de très, très marquant dans nos années actuelles, c'est la surexposition à l'information, la polarisation des idées, les réseaux sociaux, la pression un peu sociale à travers ce type de médium-là et la place très importante aussi qu'on accorde au travail chez les jeunes et aux écrans par rapport à déjà il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, je m'arrêterai là, mais je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête pour comprendre qu'il y a plein de belles opportunités, mais il y a quand même aussi ces facteurs de stress-là qui peuvent venir teinter le quotidien de nos jeunes.
René, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ce sujet-là? Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle génération? Bien, la première chose que je dirais, c'est à être adolescent, c'est expérimenter, c'est s'engager, c'est essayer, c'est faire des erreurs pour découvrir qui on est. Et malheureusement, bien, moi, je fais un plaidoyer pour le droit à l'erreur. Malheureusement, comme disait Mélissa, on est de plus en plus dans une société de performance exigeante par rapport aux notes. Et on n'encourage pas l'apprentissage à travers les erreurs et comment soutenir les jeunes quand ils font des erreurs, puis leur permettre de traverser ça, puis d'apprendre. L'autre chose, Mélissa parlait de beaucoup d'informations, mais je me rappelle quand moi j'étais jeune, notre liberté était petite, puis il fallait défoncer les murs pour avoir accès à la liberté. Aujourd'hui, la liberté est immense, mais immense, immense en termes d'information, en termes de genre, en termes de type de relation amoureuse qu'on peut vivre, en termes de type de famille dans lequel on est. Et là-dedans, dans cette immensité-là, qui peut être à la fois extraordinaire comme liberté, mais terrifiante comme immensité, il faut découvrir qui on est, et eux ont le travail inverse à faire que celui que nous, on a fait, qui a été, nous étant moi, là, ma génération, de défoncer. Eux ont à faire le rôle de l'entonnoir, à réduire pour savoir, moi, qui je suis dans tout ça. Et tout ça dans tous les enjeux d'information et de connaissances qui sont immenses, et de découvrir qu'est-ce qui est le juste du pas juste dans tout ça. Fait que, mais je fais mon plaidoyer pour le droit d'apprendre et de faire des erreurs. En fait, c'est très intéressant et d'ailleurs, seulement sur cette question-là, on pourrait encore en parler bien longtemps, mais j'aimerais vous amener sur le terrain de l'anxiété. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Il y a des statistiques qu'on a publiées justement dans notre dossier à ce sujet-là, d'autres qu'on voit régulièrement dans les médias. Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment un problème croissant d'anxiété en ce moment? Mélissa, peut-être pour commencer? Oui, je ne vois pas pourquoi tu me nommes. Non, mais c'est sûr qu'on a eu cette enquête-là qu'on a menée en janvier 2023, mais aussi les 3 années avant. Donc, ce sont des milliers de jeunes qu'on a sondés année après année. Et oui, on avait des questions sur l'anxiété, la dépression. Mais avant d'aller là, j'avais quand même envie qu'on se rappelle qu'on a aussi posé des questions sur comment les jeunes perçoivent leur santé mentale de mauvais à excellent. Et il y a quand même la moitié des jeunes au secondaire qui qualifient leur santé mentale comme étant excellente à très bonne. Donc ça, gardons ça en tête. Là, tout n'est pas noir, vraiment pas. La moitié de nos jeunes nous disent ça va bien. Je veux quand même aussi souligner qu'au cégep, à l'université, il y en a plus 1 jeune sur 4 qui nous dit avoir une santé mentale aussi positive. Donc déjà là, il y a peut-être un petit drapeau. Puis pour venir à la notion d'anxiété-dépression, en fait, vous voyez, moi, je nomme toujours les deux parce que l'anxiété a le dos large, je trouve, un petit peu par les temps qui courent. Donc, il faut quand même faire la nuance entre des symptômes de détresse psychologique qui peuvent être un peu généraux en termes de mal-être, de souffrance qui peut être temporaire ou plus prolongée. Il y a des symptômes d'anxiété du genre je suis inquiet de tout et de rien, j'ai des pensées envahissantes, et des symptômes plus de dépression, de j'ai perdu le plaisir, j'ai de la peine, je pleure souvent. Donc, c'est juste bien distinguer ça. Et tout ça pour dire que chez nos jeunes secondaires, là, du moins ceux qui ont répondu à notre enquête, il y en a à peu près 1 sur 4 qui rapportent des symptômes d'anxiété, pas nécessairement un trouble anxieux, mais des symptômes, plusieurs symptômes récurrents dans les dernières semaines, donc à peu près 1 sur 4, puis ça monte à 4 sur 10 au cégep université. Et quand je regarde les symptômes de dépression, on est un petit peu plus élevé, là, à peu près 1 sur 3 au secondaire, puis 44% au cégep université. Donc, ça fait quand même beaucoup de jeunes, comme je vous dis, qui vivent peut-être un moment très transitoire, ça, l'histoire ne le dit pas, mais qui, dans les dernières semaines, présentaient une certaine forme de souffrance qui se manifeste soit par anxiété, dépression. Et quand on met tout ça ensemble, ça revient grosso modo à peu près 1 jeune sur 2 à partir de l'âge de 16-17 ans là, jusqu'à l'âge de 25 ans qui vit une période un petit peu plus difficile. Donc, je retenons à peu près une moitié qui va assez bien, une moitié qui a peut-être besoin d'un petit peu plus d'accompagnement, du moins dans le moment où on l'a questionné. J'aime bien cette mise en perspective. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est vraiment beaucoup, mais d'une autre manière, il y a aussi quand même se souvenir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui vont bien. René, j'aimerais t'entendre à ce sujet.
Bien, dans des périodes de changement, on vit de l'anxiété habituellement. Et l'adolescence, c'est une période de changement. Notre corps change, on, des fois, on change d'école, on a des nouveaux amis, on a les hormones qui popent d'une nouvelle manière. Il y a plein de choses. Et on apprend moins à vivre avec l'inconfort. C'est une période qui n'est pas très confortable, je dirais, mais là, je parle d'un inconfort qui est vivable, là, pas d'un inconfort où on ne dort plus puis il n'y a plus rien qui va, là, mais d'avoir des sentiments de malaise. Mais pour traverser ça, on a besoin d'adultes solides sur lesquels on peut s'appuyer, que ce soit nos enseignants, nos parents, des voisins, des oncles, des tantes, c'est multiple. On a besoin d'être dans une société qui fait du sens, on a besoin de pouvoir agir, on a besoin d'être équipés, qu'on mise sur nos forces pour faire face au changement et qu'il y ait des gens autour de nous qui soient capables de voir nos forces puis de nous les ramener. Alors, je dirais ça que c'est intéressant d'apprendre à vivre avec un certain malaise parce que le changement entraîne un malaise, puis je parlerais plus de malaise peut-être que d'anxiété, puis on a peut-être mis des mots qui sont anxiété, mais comme je dis, il ne faut pas que ce soit pathologique et qu'on ne soit plus capable de vivre avec ça. Et je trouve ça important qu'on soit tous et toutes là pour bien accompagner et qu'ils puissent mettre la main sur notre épaule s'ils en ont besoin et que nous, on serve de tuteur à côté et en les guidant beaucoup avec leur force. Et ça, je crois que Jean-Philippe, dans son travail, il fait beaucoup ça. Oui, d'ailleurs, Jean-Philippe, je voudrais te passer la parole parce que toi, tu pourrais bien nous parler de ce que tu constates avec les jeunes auprès de qui tu travailles pour les préoccupations liées à l'environnement. Parce qu'on parle d'anxiété, mais aussi de plus en plus, les jeunes maintenant sont préoccupés par rapport à l'environnement. Ils souffrent d'éco-anxiété. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates, toi, dans ton travail auprès des jeunes? Et juste pour que les gens puissent un peu plus situer ce que tu fais dans la vie, c'est que tu pourrais, ton programme Face au vent et le programme Être offrent des activités de plein air, de pédagogie en plein air auprès des jeunes. Donc, j'aimerais savoir ce que... Ouais, pardon, je viens de m'enfarger, mais si tu peux C'est nous... bon, je reprends la balle. Aller. Évidemment, là, quand on parle d'éco-anxiété, moi, je trouve que ce qui est important de rappeler, c'est, avant toute chose, il y a une préoccupation de plus en plus grande qu'on semble voir chez les jeunes. Est-ce que c'est de l'éco-anxiété? Est-ce que c'est un diagnostic? Je ne rentrerai pas dans ces éléments-là, mais une chose qu'il faut se dire avant tout, c'est que l'environnement physique, ça fait partie des déterminants de la santé. Puis même dans le contexte global, ça fait aussi partie des déterminants sociaux de la santé. Donc, la qualité de l'environnement, c'est reconnu, c'est quelque chose qui fait partie de la santé populationnelle. Donc, les jeunes n'en font pas exception, donc c'est normal d'avoir une préoccupation par rapport à ça. Évidemment, dans le contexte de vie des jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une préoccupation présente qui doit être assurément adressée, c'est celle de à quoi va ressembler l'environnement de demain. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vois dans le discours avec les jeunes, dans les échanges que j'ai avec eux, c'est de plus en plus présent, ces préoccupations-là. Au niveau des manifestations à quoi ça peut ressembler de l'éco-anxiété, avant toute chose, là, je pense que c'est pas différent d'une anxiété sur un autre objet plus ciblé. Okay? Donc, on va retrouver les mêmes éléments à la base. C'est sûr que quand on parle d'éco-anxiété, c'est vraiment relié au concept d'écologie, à l'environnement, à la qualité de l'environnement physique dans lequel on vit. Par rapport à ça, ce qui est intéressant aussi d'aller creuser un petit peu plus, c'est que quand un jeune décide de prendre en main son éco-anxiété puis d'agir, c'est qu'on va souvent il va au fait, se retrouver dans une situation où il va agir individuellement, mais il voit que ses actions individuelles ont peut-être moins d'impact que des actions qui sont plus collectives. Donc, il peut y avoir quand même un sentiment d'impuissance au niveau des jeunes qui est là, qui est présent. Qu'il faut aussi prendre en compte quand on décide de faire des interventions un petit peu plus ciblées par rapport à cette thématique précise-là. Donc, il est important, je pense, de
de vraiment se soucier de l'éco-anxiété. Ça touche toutes les sphères de nos vies. Donc, c'est important d'avoir des interventions qui sont ciblées, qui sont adaptées et qui sont positives, je pense, quand on parle d'éco-anxiété. Mélissa, tu nous as présenté tout à l'heure quelques faits saillants de l'enquête que toi et ton équipe vous aviez réalisée auprès des jeunes. Mais un des sujets sur lesquels vous êtes penchés, c'est aussi l'éco-anxiété. Oui, mais dans le cadre d'autres travaux qu'on a fait plus chez des adultes un peu partout au Québec, pendant la pandémie, on s'est intéressé à la réponse psychologique des adultes en contexte de pandémie, mais aussi en contexte de crise climatique. Et je voulais juste revenir sur la définition d'éco-anxiété. Je trouve ça intéressant parce qu'un peu comme ce que René tantôt disait, on parle d'inconfort, mais c'est vraiment ça, hein, l'éco-anxiété, c'est pas un diagnostic clinique, c'est vraiment plus cet état d'inconfort-là qui peut se manifester sur le plan psychologique, physique, puis qui se caractérise par l'appréhension, là, comme Jean-Philippe disait, des futures menaces liées au changement climatique. Donc, qui dit inconfort dit vraiment pas nécessairement maladie, même qu'une certaine dose d'éco-anxiété dans nos travaux s'est avérée, quand elle est bien gérée, comme étant quelque chose de peut-être même plus favorable que d'avoir aucune éco-anxiété. En ce sens que d'être absolument aucunement inquiet par rapport aux enjeux climatiques, c'est en quelque sorte peut-être aussi peut-être un manque d'information, de conscience d'une crise qui est bien réelle. Donc, vous voyez, un peu d'éco-anxiété peut mener à des comportements d'engagement pro-environnementaux, donc avoir une réponse très positive. Quand on a peut-être trop d'éco-anxiété ou qu'elle se traduit par un peu trop d'anxiété, de dépression, de symptômes plus paralysants, envahissants, évidemment, c'est là que la situation n'est pas souhaitable. Puis dans le cadre de nos travaux, on a essayé d'un petit peu chiffrer ça pour voir qu'encore une fois, je ne parle pas d'un état négatif, mais cet inconfort-là ou cette appréhension-là, elle est quand même présente chez à peu près un jeune adulte, là, les 18 à 24 ans, un jeune sur deux qui nous dit avoir eu quand même des pensées assez récurrentes, là, plus un petit peu anxiogènes par rapport au changement climatique. La plus fréquente, c'était « je suis inquiet pour le sort de l'humanité ». Donc, nos jeunes, en grande proportion, sont inquiets. Et peut-être juste en termes de pistes de solutions, moi aussi, je suis très d'accord que c'est correct de se responsabiliser comme individu, mais ça aussi, ça peut être anxiogène. Donc, on doit aussi être cohérent puis offrir des occasions de s'engager à l'échelle collective, communautaire, mais aussi, je pense quand même qu'on doit avoir une cohérence dans nos politiques publiques parce que si on laisse les communautés et les individus se démener avec ce problème-là, mais qu'on voit que ces mêmes communautés-là constatent qu'il n'y a pas d'effort ou de sacrifice à l'échelle sociétale puis des grandes politiques publiques, ça aussi, ça peut être une source de conflit un peu intérieur et d'inconfort. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant plusieurs minutes et même encore plus longtemps, l'éco-anxiété. On va passer à d'autres, mais juste avant, j'aimerais, René, savoir si tu as quelque chose à ajouter sur la question de l'éco-anxiété. Écoute, je vais dans le même sens que mes collègues, que je dirais que c'est tout à fait normal actuellement de vivre un malaise face à l'environnement. Et l'autre chose, c'est qu'on ne crée pas beaucoup d'espoir dans le sens qu'on ne présente pas collectivement, médiatiquement, tout ce qui se fait de positif pour prendre soin de la planète. Et que ça, c'est important. Mélissa parle d'action, de politique, mais il y a aussi les actions des médias qui sont, c'est des actions importantes pour aussi créer un peu d'espoir et nous montrer qu'est-ce qu'il y a comme pratiques qui sont mises en place et qui fonctionnent parce qu'on sait qu'il y a énormément de travail, il y a beaucoup d'initiatives, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais quand on voit toutes les initiatives qui sont mises en place, ça crée de l'espoir et ça fait du bien. Effectivement, Unipoint, il propose beaucoup d'informations qui vont dans ce sens-là, comme ça vient d'être écrit. Pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur le thème de l'éco-anxiété, à nouveau, je vous réfère à notre dossier spécial dans lequel il y a une partie qui est consacrée spécifiquement à ce sujet-là. On y rapporte notamment là, des résultats de l'équipe de Mélissa, mais aussi on présente des pistes d'action pour aider les jeunes là, qui sont aux prises avec l'éco-anxiété. Il y a la question du numérique aussi, qui est vraiment un enjeu super important en ce moment, le temps écran chez les jeunes. On dit que les élèves du secondaire passent au moins 5 heures par jour sur les écrans à des fins de loisirs. Là, c'est sans compter tout le temps qu'ils vont passer pour leurs devoirs. Et donc, est-ce que, à votre avis,
les écrans, c'est nocif pour la santé des jeunes. Mélissa, je sais que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé également. Ben oui, parce que nos questionnaires, on les bâtit sur la base de nos partenaires en milieu scolaire communautaire de la santé qui nous disent « manquez pas le bateau, il faut poser des questions sur tel sujet ». Donc, évidemment, le temps d'écran a ressorti haut et fort. Je ne ressortirai pas des statistiques. Là. Je pense que je peux juste vous dire qu'en termes de différents types d'écrans, les réseaux sociaux sont sortis comme le type d'écran sur lequel les jeunes passent le plus de temps, là, avec des statistiques quand même impressionnantes. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a demandé aux jeunes dans les différentes sphères de ta vie, quelles sphères sont impactées négativement par les écrans, donc de ta perception. Et les jeunes, de façon assez catégorique, nommaient que les écrans nuisent à leur sommeil, à leur réussite éducative et pour les jeunes filles, à la perception de leur apparence. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les jeunes. En contrepartie, les jeunes disaient que leurs relations sociales et amoureuses pouvaient même être impactées positivement par les écrans. Donc, je pense qu'il faut quand même pas toujours faire l'effort de regarder les deux côtés de la médaille. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'on a vraiment clairement démontré dans nos données que les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, plus de 4 heures par jour, sont 2 fois plus à risque de rapporter des symptômes d'anxiété, de dépression que les jeunes qui passent très peu de temps. Donc, il y a un lien très étroit entre les deux. On va devoir passer rapidement sur le thème de la question des écrans parce qu'on a trop d'autres sujets à couvrir, notamment dans la troisième partie sur qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ensemble se mobiliser pour la santé des jeunes. Je veux seulement attirer votre attention sur le fait que pour ceux qui s'intéressent au temps écran en particulier, on a diffusé récemment un webinaire sur ce sujet-là, sur les liens entre l'usage des écrans et la sédentarité ou la pratique de l'activité physique chez les jeunes. Donc, en allant sur le site de Apprendre de 100 degrés, vous pouvez revoir ou visionner ce webinaire-là. Il y a aussi, je te coupe juste pour dire qu'il y a aussi Pause qui est porté par Capsana qui est assez intéressant pour outiller, faire un sondage par rapport à sa propre utilisation. Tout à fait. Et d'ailleurs, Guy Desrosiers de Capsana, l'organisation qui propulse le programme Pause, est un des intervenants dans le webinaire sur le temps écran. Alors ça, là, vous allez, pour ceux qui s'y intéressent, allez voir ce webinaire-là. Vous allez apprendre plein de choses ou découvrir plein de ressources intéressantes. On a parlé donc l'éco-anxiété, le numérique, mais il y a la pandémie aussi là, qui a vraiment chamboulé beaucoup la vie des jeunes. La vie de tout le monde, évidemment, là, mais les jeunes en particulier, on sait qu'ils ont trouvé ça vraiment difficile. Jean-Philippe, de ton point de vue, avec les jeunes avec lesquels tu travailles, est-ce que les mesures sanitaires, aussi essentielles étaient-elles là, pour contrer le virus, est-ce qu'elles ont eu un impact sur la santé mentale des jeunes? Ben, je crois vraiment que ça a eu un impact, la pandémie, sur la santé mentale des jeunes. J'aurais de la misère à le qualifier, mais du moins, ce que j'en ai vu, c'est que de plus en plus, il y avait une perte un peu du commun. Veut pas, on se retrouvait seul un peu devant nos écrans, un peu chez soi. Mais ce qui m'a vraiment préoccupé par rapport à la pandémie, c'était beaucoup aussi en lien avec la diminution du temps d'activité physique. Tu sais, on prend l'exemple de jeunes qui font du sport organisé, du sport d'équipe où c'était pas possible. Donc, il y avait des impacts, oui, au niveau physique, mais au niveau relationnel aussi, on pouvait moins voir les amis. Donc, c'est tous des éléments, finalement, qui sont contributifs, qui contribuent à une santé mentale, à une bonne santé mentale. Donc, évidemment, chacun de ces éléments-là est venu un peu gruger un peu du moins la santé mentale de nos jeunes. Puis c'est un peu, finalement, en regardant cette situation-là que nous, chez Face au vent, on a décidé de créer, finalement, le programme AIDE qui visait à sensibiliser les jeunes du secondaire du Québec aux bienfaits sur la santé mentale et sur le bien-être du contact avec la nature. Donc, ça a été... on a vu cette situation-là, puis on s'est dit, il y a sûrement moyen d'agir d'une quelconque façon pour aller travailler les impacts de cette pandémie-là sur la santé mentale des jeunes. Et là, je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent, à aller lire la très belle entrevue avec Jean-Philippe dans le dossier spécial là, qui va en profondeur là, sur tout son engagement avec les jeunes. La fondation qui est partie, en fait, au départ de sa fondation du programme Face au vent et ensuite spécifiquement pour le programme pour les jeunes, le programme Être. Vous y allez trouver vraiment beaucoup d'informations dans cette entrevue-là. C'est une très belle histoire. Mélissa, qu'est-ce que les enquêtes montrent là, sur l'impact de la pandémie chez les jeunes? Bien, j'ai le goût de dévier, si ça ne te dérange pas. Il y a les enquêtes, on en a beaucoup parlé, puis je pense que ce qui m'a le plus marqué, je vous dirais, c'est que la semaine passée, je suis allée à un conseil municipal jeunesse, puis je leur présentais un peu les résultats là, sur nos enquêtes, anxiété, dépression et tout ça. Je leur demandais, tu sais, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je n'ai jamais mentionné le mot pandémie, et pourtant,
naturellement, ils se sont mis à tout me relater comment ils avaient vécu leur pandémie. Puis, je pense que le mot d'ordre, c'est le manque de contact sur le plan personnel puis la perte des aptitudes sociales. Ils m'ont reparlé des bulles classe. Comment ça a été difficile. Vous ne comprenez pas, là, nous, pendant 3 ans ou 2-3 ans au secondaire, on se faisait dire de se tenir juste avec notre bulle classe puis de dîner avec notre bulle classe. Donc, oubliez ça, là, les contextes de se faire des amis dans des équipes, puis à la cafétéria, puis de changer de bulle. Donc, ce contexte-là de dire maintenant, on est régulé à arriver à l'école, puis regarder à terre, d'aller directement à notre casier. On ne salue plus les gens. On ne les connaît pas tant. On a été conditionnés à avoir 30 personnes avec qui on passe le plus grand de notre vie. Donc, ça, je trouve que ça résume bien un peu. Encore une fois, on ne met pas tous les jeunes dans le même bateau, mais moi, je l'entends beaucoup des partenaires en milieu scolaire comme quoi une forme d'un peu d'anxiété ou de malaise ou de perte d'aptitude au niveau social, là, sans le pathologiser sous forme d'anxiété sociale est quand même plus noté. Donc, je dirais que c'est, à mon avis, le plus grand impact. Il ne faut pas oublier que tous les jeunes répondent différemment. Il y en a qui sont développés super positivement et les jeunes qui appartiennent ou qui vivent des situations de vulnérabilité qui étaient déjà présentes avant la pandémie, bien sûr, en moyenne, sont ceux qui ont eu un petit peu plus de difficultés et chez qui on pourrait encore observer des impacts. Donc, la souffrance peut être encore là, puis il faut être sensible à ça. Un des sujets dont on parle souvent aussi par rapport aux jeunes, c'est le déficit de nature. Il y a différents termes là, qui sont utilisés autour de ça, mais on sait que le contact avec la nature, ça peut favoriser une bonne santé mentale. Et peut-être ce sujet-là, j'aurais envie de l'aborder évidemment avec Jean-Philippe. C'est un sujet dans lequel tu es vraiment plongé. Est-ce que nos jeunes aujourd'hui souffrent vraiment d'un déficit de nature? Bien, on va regarder ça ensemble. Je vais vous partager un peu mes réflexions par rapport à ça. Une chose est certaine, c'est que le contact avec la nature, du moins les contacts qu'on peut avoir au quotidien, tout ça, de plus en plus, c'est soutenu par la littérature comme étant bénéfique pour la santé physique, pour la santé psychologique aussi. Donc, de plus en plus, c'est quelque chose qui est, je dirais, accepté au niveau scientifique comme un impact sur la santé de la population, sur la santé des jeunes. Je suis un peu moins à l'aise, toutefois, quand on parle de déficit nature, puis je vais essayer de prendre le temps de bien définir un peu là, ma position là-dessus. Pour moi, le déficit nature, ça fait un peu référence à une conception biaisée de la nature. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais faire appel à votre expérience personnelle, chacun qui est avec nous aujourd'hui. On a souvent tendance à percevoir la nature comme quelque chose de loin. C'est jamais près de soi. C'est tout le temps un parc plus loin et tout ça. Donc, tranquillement, j'ai commencé à développer une réflexion qu'il y a un biais cognitif, une hypothèse de biais cognitif, comme quoi qu'on aurait un biais de grande nature, finalement, que la nature, elle n'est jamais près de nous, elle est toujours plus loin. Et je trouve ça important de définir ça, d'explorer ça, parce que finalement, la nature, c'est souvent plus près qu'on pense. Dans nos milieux de vie, on y a accès aussi. Puis, c'est ce contact-là, cette prise de conscience-là que la nature est près de soi, je pense que c'est ça qui a un véritable impact quand on parle de contact avec la nature sur la santé mentale. Donc, prendre le temps de percevoir la nature près de soi. Donc, au lieu du déficit nature, je trouve qu'on a plus un déficit de perception de cette nature-là. Puis, il ne faut pas oublier, là, on est dans un contexte jeunesse. Donc, les jeunes ont difficilement accès à la grande nature, celle qu'il faut se déplacer en auto, celle où on a du transport à faire pour aller loin, et tout ça dans cette nature, entre guillemets, un peu vierge et tout ça. Donc, pour le jeune, ce n'est pas possible de vivre ça. Donc, quand on parle de contact avec la nature, avec les jeunes, c'est important de se positionner dans leur milieu de vie, puis de les amener à voir cette nature-là plus près qu'elle est en réalité. Les parcs municipaux, mais aussi dans leur vie, qu'est-ce qu'ils peuvent voir comme élément près de soi pour pouvoir bénéficier le plus possible des bienfaits de ce contact-là avec la nature. Mélissa, tu as eu des résultats avec ton équipe assez intéressants à ce sujet-là, des bienfaits de la nature pour les jeunes. Ben oui, puis Jean-Philippe, tu me fais réfléchir parce qu'effectivement, nous, on a demandé aux jeunes plein de pratiques qui, on pensait, pouvaient faire bénéficier leur santé mentale, leur bien-être. Puis on leur a demandé de les coter essentiellement. Puis on n'a pas parlé d'activité en nature, mais plutôt activité de plein air. Je ne sais pas si inconsciemment ou ça a pu influencer, mais bref, les jeunes étaient nombreux, à peu près 1 jeune sur 2 qui identifiaient des activités de plein air dans un contexte parascolaire comme étant certainement une pratique qui les aiderait à aller mieux dans la prochaine année. Même que les jeunes qui rapportent beaucoup de symptômes d'anxiété, de dépression, même chez ces jeunes-là,
la pratique d'activités de plein air était cotée plus favorablement que le fait d'avoir accès à du soutien psychologique sur une base individuelle. Je ne dis pas que le deuxième n'est pas important, mais c'est quand même assez parlant que nos jeunes sont friands d'activités de plein air puis reconnaissent que ça leur ferait du bien. Donc, des super arguments pour leur en offrir encore plus des activités pour leur donner des chances de passer du temps en plein air. René, je sais que toi aussi, c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, le lien entre la nature, les bienfaits sur la santé mentale. J'ai souvent entendu en parler, mais là, on va tout de suite passer au bloc suivant parce que le temps file, malheureusement. Mais en fait, le titre de notre dossier et du webinaire aujourd'hui, c'est la santé mentale des jeunes, l'affaire de tous. Et là, on se dit, bon, tout le monde devrait être concerné, tout le monde devrait faire quelque chose pour aider nos jeunes à bien se développer, pour leur offrir des environnements plus sains pour leur santé mentale, plus favorables au développement d'une santé mentale positive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte où on manque de ressources? Je te lancerai la parole d'abord, René, pour commencer. Qu'on connaisse déjà les ressources qu'on a, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont méconnues, c'est incroyable. La première chose, j'ai écouté une entrevue cette semaine sur l'éducation au Québec, un documentaire, et il y avait un prof qui parlait de vraiment l'importance de miser sur les forces, puis je reviens là-dessus. Si toute personne qui travaille avec les jeunes arrivait à miser sur leurs forces, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans les organismes, que ce soit partout, et il n'y a pas un jeune, une jeune qui n'a pas de force et que sa force ne peut pas contribuer à celle des autres et qui ne peuvent pas s'entraider. Déjà là, on met une table qui est beaucoup plus solide. Je dirais que ça, c'est peut-être la chose auquel je tiens le plus. Puis on sait même que des modes de gestion, miser ses forces, on sait que c'est de plus en plus important dans l'éducation aussi. Il y a beaucoup de ressources communautaires qu'on ne connaît pas, desquelles on ne parle pas, puis c'est pas toujours de l'intervention dont les jeunes ont besoin, c'est d'être avec un groupe, c'est d'être dans une communauté, c'est de faire du sport avec une gang, comme c'était dit tantôt que ça a été un grand manque pendant la pandémie, c'est de faire partie d'une maison de jeunes, il y a des ressources qui existent dans les municipalités, des projets, des groupes de chorale, de théâtre, tout ça, c'est quelque chose qui peut favoriser le bien-être. Et je reviendrai avec peut-être la première chose, miser sur les forces, mais vraiment aller voir c'est quoi leurs besoins pour voir est-ce que je peux les aider à répondre à leurs besoins dans l'espace dans lequel on est. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a besoin de ressources puis que ça va être un psychologue, puis c'est pas ça du tout. C'est complètement autre chose qui existe dans notre communauté qui va répondre aux besoins des jeunes ou peut-être qu'ils ont besoin de lâcher leur cours de piano ou il y a une performance incroyable ou de ne plus avoir 5 cours par semaine, mais juste un, puis de pouvoir voguer dans son imaginaire. D'abord, voir c'est quoi leurs besoins, miser sur leurs forces, connaître les ressources du milieu puis les ressources du communautaire, on ne les connaît pas beaucoup. J'irai avec ça d'entrée de jeu. Mélissa, puis d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y avait beaucoup dans les questions qui nous ont été envoyées à l'avance, plusieurs personnes nous posaient justement des questions sur le fait qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte où on manque de ressources. Donc, je trouve ça intéressant, René, ce que tu nous apportes aussi de découvrir là, les ressources qui existent, qui sont à notre portée. D'ailleurs, à nouveau, dans notre dossier spécial, il y a une section sur le Zoom, sur des initiatives inspirantes. Vous alliez y trouver vraiment là, plusieurs exemples de projets qui existent au Québec ou ailleurs dans le monde. Alors, n'hésitez pas à aller voir là et éventuellement consulter d'autres articles de 100 degrés. Vous allez pouvoir trouver des ressources. Mais Mélissa, je reviens à vos résultats de recherche là, avec ton équipe. Il y a certains résultats que vous avez eus qui donnent un éclairage intéressant aussi sur cette question-là. Mais oui, parce qu'on demandait aux jeunes, les adultes, les intervenants de ton école, vraiment au sens large. Là, on n'est pas juste dans le soutien psychologique pur et dur. Est-ce que tu as des barrières à les consulter, à utiliser ces ressources-là, justement? Puis, évidemment, dans les choix qu'on leur donnait, il y avait « ils ne sont pas disponibles, je ne suis pas capable d'y avoir accès », mais ce n'est pas ça que les jeunes disent. Évidemment, on est dans la sphère de leur perception, mais une bien plus grande barrière pour utiliser ces ressources-là, c'est le manque de confiance. Je ne suis pas certaine que je peux leur faire confiance, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Donc,
Donc, je trouve ça intéressant. En fait, ce qu'ils nous disent, les jeunes, c'est qu'au lieu d'en ajouter, misons sur ce qu'on a. Puis, évidemment, je ne pense pas que la faute est aux ressources en place. Là. Je pense que c'est un lien de confiance qui se développe, qui a peut-être été un peu aussi effrité avec justement le contexte de la pandémie, de l'étude à la maison, les masques, etc. Donc, tu sais, en aucun cas, je veux blâmer les intervenants. Je sais qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, mais de rétablir ce lien de confiance-là, peut-être par une écoute, une implication plus grande, dans les processus décisionnels, des communications qui sont très cohérentes aussi, qui sont adaptées à l'écoute des besoins des jeunes, puis qui sont vraiment là pour y répondre. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de stratégies qui ne découlent pas juste de l'intervenant, mais de la culture, même de la bienveillance en milieu scolaire, et tout ça peut avoir un impact. Donc, moi, je suis convaincue que oui, dans un monde idéal, on ajoute des ressources, mais avec les ressources qu'on a déjà en place. Et dernier point, n'oublions pas les ressources qui sont nos familles. Nos familles, des parents, ce sont des ressources. Et ça aussi, ça a été il y a un contexte familial qui était différent dans les dernières années. J'atteste, on en a 5 à la maison. Il y a quelque chose à rétablir. Les temps ont changé, donc peut-être mieux soutenir les parents pour rétablir un certain dialogue avec le jeune sur les enjeux qu'il vit, pour aider le parent à peut-être encadrer le temps qui est consacré aux écrans, au travail, pour aider à prendre toutes sortes de décisions stratégiques. Donc, il y a beaucoup à faire avec les ressources déjà existantes en place. Merci, Mélissa. Et là, on va vraiment devoir surfer rapidement sur les dernières questions pour avoir une période pour la période du temps pour la période de questions. Mais Jean-Philippe, est-ce qu'on implique assez les jeunes dans les décisions qu'on prend? Est-ce qu'on les écoute assez? Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler encore. Et je pense que ce qui serait vraiment intéressant dans les prochaines actions qu'on devrait prendre collectivement, c'est aller voir les jeunes, pas juste en milieu scolaire, mais aller les voir dans leurs activités qui les font vibrer. Donc, aller voir quand ils font du sport, quand ils font de l'art, bref, dans d'autres moments. Parce que souvent, quand on sort du contexte scolaire, on va rencontrer des jeunes dans des zones où on va être avec d'autres personnes où on va être un peu plus confortable et ça va être plus facile d'aller les questionner sur vraiment leurs préoccupations là, interne, là, vraiment aller rentrer en contact avec eux, prendre le temps. Donc, c'est prendre le temps, aller les voir dans les milieux qu'ils aiment fréquenter. Je pense que ça serait une bonne façon de bonifier du moins l'écoute qu'on pourrait avoir face à eux. On va passer très bientôt à la période de questions. Avant de terminer, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes optimiste face à la santé mentale des jeunes? René, j'aimerais commencer avec toi. Et moi, je suis une optimiste dans la vie. Les jeunes que je rencontre, je suis toujours fascinée par leur intérêt, leur connaissance, leur créativité, mais pour qu'on puisse encore mieux voir tout ça, s'il faut leur donner une place. J'ai fait une conférence dernièrement sur les vieux et les vieilles, osons dire les mots, les aînés. Mais autant je trouve qu'à chaque bout de la société, c'est des personnes qui ont moins de place pour dire et pour être impliquées socialement. Et puis de les écouter, de leur faire encore plus de place. Ça, nous, comme adultes, on a un rôle à prendre. Et puis d'être là, tu sais, de nous aussi lâcher nos écrans pour marcher avec eux autres, puis jaser, fermer notre téléphone quand on est en auto, manger ensemble pour savoir ce qu'ils vivent, puis qu'on se débranche. Et là, on va connaître c'est quoi leur intérêt puis leur goût, mais je trouve que la vie est difficile, que c'est pas simple, qu'ensemble, on peut essayer de créer de montrer ce qu'il y a de positif et qui peut créer de l'espoir. La vie est dure, mais il y a un potentiel chez les jeunes incroyable et c'est ça, je crois qu'on a à miser là-dessus. Mélissa, optimiste, pessimiste pour les jeunes? Non, optimiste. Je pense seulement que les jeunes ne doivent pas avoir le poids de faire face aux différentes formes d'adversité seuls. Je pense seulement que on est toutes des composantes de la société qui avons un rôle à jouer. Mais chose certaine, les jeunes sont hyper résilients. Donc, fondamentalement, ils ont cette capacité-là, ils ont ce désir-là, puis sont capables de faire face à l'adversité. Puis,
faut peut-être juste s'allier tout le monde encore plus là, pour mettre les conditions favorables à stimuler cette belle résilience-là. Je vais poser la même question à Jean-Philippe, mais en même temps, je voudrais inviter les gens, ceux qui souhaitent commencer à inscrire des questions. C'est le temps de le faire. Vous pouvez le faire dans la zone de clavardage. Mais Jean-Philippe, toi, comment vois-tu ça pour la suite pour les jeunes? Je suis totalement optimiste au fait pour ce qui s'en vient. Je trouve que les ressources sont là, les préoccupations qu'on a comme intervenant, tout ça, c'est de plus en plus structuré. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire comme message un peu pour terminer le propos par rapport à ça, c'est je vais revenir sur l'anxiété qui touche beaucoup les jeunes et tout ça. Ce qui est important, là, on parle souvent de l'allégorie du mammouth avec les jeunes quand on parle de stress et d'anxiété et tout ça. S'il vous plaît, comme intervenant, dites que la chasse au mammouth, là, ça peut être une activité plaisante aussi. Ça amène beaucoup d'inconfort, mais c'est vraiment un beau moyen d'apprendre sur soi et tout ça. Donc, amenez ça de manière positive aussi, s'il vous plaît. Merci à vous trois, c'est tellement intéressant et j'aurais tellement d'autres questions que je voudrais vous poser pour creuser davantage, mais on va passer à la période de questions parce que justement, là aussi, il y a des questions intéressantes. Entre autres, bon, là, je vois qu'il y a une question de Pascal Félisa qui nous demande, est-ce possible d'en savoir plus sur le volet participatif qui est proposé aux jeunes par Face au vent? Donc, c'est une question pour toi, Jean-Philippe. Oui. Est-ce que le programme a été testé à Montréal et comment est-ce que les jeunes qui sont intéressés à ce programme-là peuvent en être informés? Tout à fait. D'abord et avant tout, ça n'a presque pas été testé à Montréal. Je dirais que ça a été testé dans ces 8 ou 9 régions du Québec. Bien qu'on soit basé à Montréal, il semble y avoir un vide à Montréal à combler, du moins par rapport à ça. Par rapport au volet participatif, ce qu'on fait maintenant de la manière qu'on l'a adapté, c'est vraiment, on reste près du milieu scolaire. Donc, on se déplace à l'extérieur pour discuter, pour échanger avec les jeunes. Vraiment, c'est la dynamique qu'on veut avoir, qu'on a de l'avant dans le volet participatif. On sort dehors, on échange avec les jeunes, mais on reste près de la zone scolaire. Donc, il n'y a pas de déplacement en autobus et des choses comme ça pour simplifier le plus possible l'action qu'on entreprend dans le volet participatif là, avec le programme AIDE. Donc, on reste près des milieux scolaires, on sort à l'extérieur, soit on amène une grande tente où on se regroupe tout à l'intérieur, puis on vit 2-3 activités expérientielles pour développer un peu nos aptitudes à rentrer en contact avec cette nature-là qui nous entoure. Merci Jean-Philippe. Et pour tous ceux d'entre vous qui voulaient en savoir davantage sur le programme en fait, sur l'organisme Face au vent et son programme Être, là, je vous mentionnais tout à l'heure l'entrevue qu'on a fait dans le dossier spécial avec Jean-Philippe, mais bien évidemment sur le site de Face au vent, là, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations. Vous pouvez les contacter là, si vous avez des questions. Il y a plusieurs questions qui nous ont... et merci, Mélissa vient de nous partager un lien vers les travaux de recherche sur l'éco-anxiété, les travaux qu'elle a fait avec son équipe. Alors, vous pouvez voir le lien dans la zone de clavardage. Là, une des questions qui nous a été posée, et là, c'est par, en fait, Suzanne Laberge qui nous pose la question, est-ce qu'il y a des différences selon les milieux socio-économiques et les genres? Et Mélissa, je crois que c'est une question à laquelle tu pourrais répondre. Oui, définitivement. Le milieu socio-économique, dans nos travaux, c'est un petit peu plus difficile parce que quand on demande aux jeunes c'est quoi ton niveau socio-économique, c'est difficile de poser la bonne question pour arriver à identifier. Donc ça, je ne m'avancerai pas trop par rapport à nos travaux. Mais par contre, selon le genre, d'énormes différences. C'est assez frappant. Là, on a juste décidé de moins en parler aujourd'hui, faute de temps. Mais je vous dirais qu'on a les jeunes garçons, les jeunes filles et les jeunes ayant une autre identité de genre. Et chez nos jeunes avec autre identité de genre, que ce soit trans, non-binaire, les niveaux, les symptômes d'anxiété ou de dépression, même les idées noires sont vraiment plus fréquentes. Ensuite, chez les jeunes filles, de façon beaucoup plus prononcée que chez les jeunes garçons. Ceci étant dit, je ne voudrais pas qu'on retienne que les jeunes garçons, tout va bien puis tout va mal chez les jeunes filles. C'est juste, en termes de manifestation, ça ressort un peu plus par des symptômes d'anxiété, de dépression. Et chez les jeunes garçons, probablement plus sous d'autres formes, le malaise que certains peuvent éprouver. Merci, Mélissa. Il y a une question qui nous est posée et que j'ai entendue encore cette semaine. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour aider à payer les frais de transport pour organiser des activités de nature avec les jeunes?
Alors, je vais répondre à cette question-là. Je vous encourage à aller voir le programme Destination Nature. On a publié récemment un article sur 100 degrés, mais il y a aussi de l'information disponible directement sur le Fonds québécois pour le développement durable, si je ne me trompe pas. Et là, c'est les écoles peuvent, dans le fond, faire une demande de subvention pour faire payer pour le financement des frais de transport vers une activité de nature. C'est dans ce cas-ci, ce programme-là, c'est pour les jeunes, je crois, de 13 à 25 ans, donc ce n'est pas les écoles primaires. Il existe peut-être d'autres programmes. Mais ça, pour ce genre de choses-là, je vous invite à vous abonner à notre bulletin de veille de 100 degrés. Quand il y a des demandes des offres de financement qui sont disponibles, on les publie systématiquement pour essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Avant qu'on termine, peut-être une question, je voyais une question que j'avais envie de poser à René. Là, il y a quelqu'un, là, je ne vois pas le nom de la personne, mais qui devrait être, selon vous, le principal moteur de changement? René, j'aurais envie de te poser cette question-là à toi. Ça doit venir de qui, cette impulsion-là, pour offrir des environnements plus sains pour la santé mentale des jeunes? Écoute, j'ai tellement pas de bonne réponse. Ben oui, peut-être que je dirais de tout le monde. C'est les personnes qui ont changé le monde et qui ont réussi à faire des révolutions. C'est-à-dire, c'est venu d'individus qui ont été assez forts pour exiger des choses, qui ont fait partie de groupes, qui ont exigé des choses, qui ont fait qu'il y a eu des politiques qui ont mis en place des... Fait que c'est vraiment, je dirais, tout le monde ensemble parce que les écoles se transforment, parce que les parents vont exiger des choses, puis les écoles vont exiger au niveau de nos gouvernements, puis c'est une roue où on a tout un petit ou un gros quelque chose à faire. Fait que ma réponse est tellement grosse. Et puis, j'étais en train d'écrire, mais je vais arrêter de l'écrire. Je vous invite à aller découvrir notre site au Mouvement Santé mentale Québec, être-bien-dans-sa-tête.ca, pour découvrir. Cette année, on a une campagne sur l'importance de créer des liens comme facteur de protection en santé mentale. Alors, encore là, c'est en créant des liens puis en étant ensemble qu'on transforme les choses. Alors, ma réponse est immense et puis à la fois, ben, c'est en contribuant à faire des individus forts qu'on arrive ensemble à faire des collectifs forts puis qu'on transforme les choses. Mais je dirais que, tu sais, le communautaire, le social, le politique, le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, on a tout un rôle à jouer. Merci beaucoup, René. Puis, en fait, ta réponse est tout à fait en phase avec l'esprit dans lequel on a eu envie de diffuser ce webinaire, de publier ce dossier spécial sur la santé mentale des jeunes, l'affaire de tous. Donc, pour ceux qui avaient peut-être manqué le début du webinaire, je vous rappelle que ce webinaire-là a été diffusé dans la foulée du lancement de notre dossier qui sort aujourd'hui. Vous avez vu tout à l'heure le code QR à l'écran qui vous permet d'y accéder. Vous pouvez aussi, si vous êtes abonné aux publications de 100 degrés, vous allez aussi le recevoir. En fait, recevoir le lien là, pour pouvoir le télécharger. On vous a ajouté, comme on le fait toujours dans les webinaires 100 degrés, des informations à la fin pour aller plus loin. Et évidemment, là, donc nous, on a publié un dossier numérique sur lequel ça regroupe plusieurs, en fait, la grande majorité des articles qu'on publie dans les derniers mois sur la santé mentale. Un article en particulier, c'est les ressources pour vous aider. Si vous avez des difficultés avec des jeunes de votre entourage, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel, on vous encourage à aller voir sur ce site-là. Oui, vous allez avoir des indications très précises là, vers des lieux qui peuvent vous aider. On vous met aussi des liens vers d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser. Sachez que les webinaires, les cours en ligne sur 100 degrés sont toujours diffusés gratuitement. Alors, il suffit simplement d'aller sur la plateforme Apprendre de 100 degrés et vous allez pouvoir accéder à toute la collection de cours en ligne et de webinaires qu'on a déjà diffusés. Et à la fin ici, vous voyez la diapo avec les ressources disponibles.
Je vous remercie tout le monde. Vous étiez très nombreux, je crois. En fait, on a battu un record d'affluence aujourd'hui, ce qui montre à quel point la santé mentale des jeunes, c'est quelque chose qui tient à cœur d'un très, très grand nombre de personnes. Merci nos panélistes, René, Jean-Philippe, Mélissa. Merci infiniment. C'est un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ah ben, c'est un privilège d'être là aussi. Je trouve que la discussion était super riche. Moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Donc, tant mieux si ça a été le cas aussi pour les gens qui nous ont écoutés. Merci. J'aurais aimé voir les yeux de tout le monde. Ben, merci à tous. Au plaisir de vous voir en personne, peut-être, à un moment donné. Donc, voilà. Alors, merci tout le monde. On vous libère parce qu'on sait que vous avez pris votre heure de dîner pour nous écouter en direct. Alors, on vous libère maintenant, mais demeurer à l'affût des prochaines publications aussi parce que c'est un sujet sur lequel on va continuer à publier. Bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine. Merci encore pour votre présence.